choisi comme titre, non pas simplement Napoléon, mais Regard sur Napoléon. Et j'ai voulu associer à quelques thèmes, aux quelques thèmes autour desquels est structurée cette conférence, quelques œuvres, tableaux, notamment, qui illustrent les 5 facettes de ces regards sur Napoléon dont je vais vous parler ce soir. C'est évidemment toujours un peu périlleux de se lancer dans la célébration, dans l'évocation d'un personnage aussi complexe que Napoléon, sur lequel tant de choses ont été écrites, et notamment par des gens qui sont de véritables historiens, ce que je ne suis pas pour ma part. Et donc, c'est un peu une prise de risque, mais à laquelle je vais quand même essayer de me livrer devant vous ce soir. Je suis juste en train d'essayer de faire apparaître à l'écran la présentation que je voulais utiliser, ce qui évidemment ne se produit pas selon ce qui était prévu. Quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, non, toujours pas. Alors, ça ne marche pas. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez cette Très bien, Philippe, scène? Oui. Alors, le premier tableau va illustrer ce qui est une des caractéristiques fondamentales de Napoléon et de son action, c'est le fait d'avoir été un homme de la Révolution. Ce que vous voyez devant vous, c'est une eau-forte de Pierre-Gabriel Berthaud, qui représente un épisode de la Révolution qui est l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire an 4, c'est-à-dire selon le calendrier pré-révolutionnaire, le 5 octobre 1795. Si par curiosité, il y a des gens intéressés par le calendrier révolutionnaire, je peux tout à l'heure vous donner quelques lumières sur la manière dont ce calendrier a été construit et sur la façon dont on calcule les années. Donc, c'est une insurrection royaliste, 1795, qui est réprimée par l'armée de la Révolution à Paris, armée dont une partie est commandée par Bonaparte. Et cet épisode révolutionnaire va donner à Napoléon un surnom qu'il gardera quelques années de général Vendémiaire, à cause du mois pendant lequel intervient cet épisode. Napoléon, quand il commande les forces dans cette opération de police, a 26 ans. Depuis 2 ans, il a quitté sa Corse natale. Il a quitté sa Corse natale parce qu'il a été poussé dehors, comme beaucoup d'autres Corses considérés comme pro-français. C'est un officier de l'armée française depuis 1785. Il a lu Rousseau, il a lu les philosophes, il a assisté au début de la Révolution. Il a publié déjà en 1793 une première brochure qui s'appelle « Le souper de Beaucaire ».
dans lequel il met en scène plusieurs personnages, dont un royaliste et un républicain, un révolutionnaire, et il prête aux révolutionnaires qu'il fait parler dans le souper de Beaucaire un certain nombre d'idées qui sont les siennes. Et ces idées, à l'époque de cette brochure, c'est plutôt ce qu'on appelle les idées des montagnards, donc la frange, on pourrait dire, de très à gauche des révolutionnaires autour de Robespierre. Après avoir quitté la Corse en 1793, comme il est officier, on lui donne un commandement à Toulon. La ville de Toulon, dans le sud de la France, est assiégée par les Anglais. Napoléon et les Anglais, c'est une longue histoire. La ville est assiégée par les Anglais. On veut desserrer l'étreinte, repousser les Anglais. Napoléon, qui est artilleur, commande la toute petite artillerie de Toulon et il la manœuvre tellement bien que les Anglais lèvent le siège de Toulon. Alors, il était capitaine, il devient commandant et en 1794, il est nommé général. C'est dire si à l'époque, là, il y a peut-être des officiers dans l'assistance, le rythme de progression des carrières est rapide. Il est d'autant plus rapide que la France révolutionnaire est attaquée de toutes parts et donc qu'il ne manque pas d'emploi pour les officiers compétents. Et d'ailleurs, Napoléon, face à cette situation, considère qu'il ne faut pas rester sur une position défensive, il faut attaquer. Il est un de ceux qui, à l'époque, donc en 1794, disent qu'il faut attaquer en Italie contre les Autrichiens. Et puis, il se passe ce qui se passe parfois dans les révolutions, c'est un accident de parcours, si on peut dire. Le Robespierre auquel il se référait est renversé, puis guillotiné. Napoléon se retrouve arrêté, alors pas très longtemps, mais arrêté quand même. De là, il part pour Paris, et il arrive à Paris vers 1795. La situation est très agitée, les royalistes essaient de reprendre le pouvoir par la force, et c'est cette émeute du 13 Vendémiaire en 4, au cours de laquelle Napoléon va s'illustrer. Alors, cette gravure est intéressante parce que tout est faux, ou presque, dans ce que vous avez sous les yeux. Ceux d'entre vous qui connaissent Paris, qui connaissent cette église, qui est l'église Saint-Roch, et qui connaissent la rue Saint-Honoré, ont certainement tout de suite vu que la largeur de la rue Saint-Honoré n'est pas du tout celle qui apparaît sur la gravure, c'est beaucoup plus étroit, et donc c'est techniquement impossible de faire tirer au canon sur des gens qui sont sur les marges de l'église. Et ce qui explique cette distorsion, c'est évidemment un objectif de propagande. Cette gravure est une gravure de la propagande royaliste destinée à montrer que Napoléon est un boucher qui a commencé très tôt à massacrer des gens, et elle fait partie de sa légende noire. Mais pour les républicains, disons ceux qui sont à gauche de l'écran, il n'y a pas de doute, Napoléon est un général républicain qui a défendu ce jour-là la République. Alors après Vendémiaire, on enjambe rapidement les années. D'ailleurs, vous avez certainement entendu parler de ces épisodes très célèbres. Napoléon est nommé commandant de l'armée d'Italie, 1796-1797. Il enchaîne les victoires. 1798, on l'envoie en Égypte, où on pense attaquer à revers les Anglais sur la route des Indes. Et puis en 1799, vers juillet-août, Napoléon revient, il laisse son armée en Égypte, et il revient parce qu'il se dit que des choses vont se passer en France et qu'il souhaite en être. En 1799, donc 4 ans après Vendémiaire, ça fait 10 ans que la Révolution française a commencé, 1789. Les paysans se sont libérés des droits féodaux depuis août 89. On a vendu une grande partie des biens de la noblesse et du clergé, et donc toute une partie de la société française, la bourgeoisie, la paysannerie, a tiré son épingle du jeu, mais elle souhaite une chose, c'est que la révolution s'arrête. Mais la situation économique est très mauvaise en tout cas. La guerre se poursuit et donc on cherche une façon de stabiliser la situation, parce que depuis Vendémiaire, il y a eu aussi beaucoup d'autres soubresauts. Stabiliser la situation sans pour autant remettre le roi sur le trône.
Pour ça, il faut changer de régime. Et pour changer de régime, ce que la Constitution de l'époque ne permet pas de faire, il faut ce qu'on appelle un sabre, c'est-à-dire un général qui soit à la fois glorieux, victorieux et républicain. Et le sabre, ça va être Napoléon. Napoléon va arriver au pouvoir après les 18 et 19 Brumaire, 1799. Puis ensuite, c'est la proclamation du consulat, puis la proclamation de l'Empire en 1804. Et pendant toute cette période, Napoléon va apparaître comme celui qui consolide la Révolution. Alors, en quoi consolide-t-il la Révolution? Il le fait d'abord par les institutions, le Code civil, les préfets. On parle beaucoup en France des préfets ces jours-ci. Il le fait en rétablissant la liberté religieuse, avec ce qu'on appelle le concordat, qui permet à l'Église catholique, mais aussi aux églises protestantes et aux juifs, de retrouver le libre exercice de leur culte. Il le fait en permettant le retour des immigrés, tout en coupant les ponts avec les royalistes. Il le fait en rétablissant la paix extérieure. En 1801, c'est la paix d'Amiens. La France est en paix pour la première fois depuis 1792. Et puis en rétablissant la situation économique et financière. Une des mesures emblématiques du rétablissement de cette situation financière, c'est la création du franc, ce qu'on appellera le franc germinal, qui est une monnaie dont le cours va rester stable de 1802 à 1914. Alors tout ça consolide la Révolution. Évidemment, face à cette consolidation, on peut dire oui, mais le Napoléon qui devient premier consul en 1802, et a fortiori l'empereur Napoléon à partir de 1804, c'est un personnage qui est entouré d'une pompe qui est la pompe monarchique. C'est vrai, mais en même temps, quand l'Empire est proclamé en mai 1804, la France se dote d'une nouvelle constitution. Et cette constitution, que dit-elle? Elle dit « Le gouvernement de la République est confié à un empereur ». Cette transformation du régime n'est pas vécue comme une transformation parce que l'essentiel de l'acquis révolutionnaire va rester. Le 2 décembre 1804, Napoléon est sacré empereur. Il prononce un serment. Il jure, qu'est-ce qu'il jure? De faire respecter l'égalité des droits et l'irrévocabilité de la vente des biens nationaux. Les biens nationaux, c'est les biens qui appartenaient aux nobles et à l'Église qu'on a vendus, qui ont été achetés par la bourgeoisie et par une partie de la paysannerie. Et ça, c'est un élément central de l'héritage révolutionnaire. Donc Napoléon est sacré empereur, et le jour où il est sacré empereur, il jure de faire respecter l'égalité des droits et l'irrévocabilité des ventes de biens nationaux. Et alors évidemment, le sacre, la création ensuite d'une noblesse d'empire, puis le mariage avec Marie-Louise, après avoir divorcé de Joséphine, tout ça va choquer beaucoup de républicains, mais à aucun moment, de 1799 à 1815, le peuple, en tout cas le peuple de Paris, et c'est le peuple de Paris qui a fait la Révolution, le peuple ne bougera pas. Donc cette image d'un Napoléon sauveur de la Révolution, Napoléon l'a cultivée, et puis va l'entretenir ensuite à Sainte-Hélène dans la construction de ce qui va devenir la légende napoléonienne, et elle occupe une place centrale dans cette légende. Le 19e siècle voit en lui le continuateur de la Révolution, que ce soit pour s'en féliciter ou que ce soit pour le condamner, comme le font les monarchistes. Et d'ailleurs, son neveu, Napoléon III, cultivera à son tour cette filiation révolutionnaire. Donc ça, c'est le premier tableau, Napoléon, l'homme de la Révolution. Le deuxième tableau, c'est Napoléon et sa famille. Alors, Napoléon est né en 1769 dans une famille corse, encore une famille noble, de lointaine origine italienne, toscane, ce qui d'ailleurs lui vaudra de la part de la propagande monarchiste pendant
très longtemps l'accusation d'être en fait étranger. Et le Sénat français, qui va déposer Napoléon en 1814, le déclare étranger. Il n'est pas étranger, il est né en Corse, qui a été rattaché à la France en 1768. Son père, Charles, fait partie en Corse de ceux qu'on considère comme plutôt le parti français. Je ne rentre pas dans les détails de la politique corse de cette époque, mais on peut en reparler tout à l'heure. Il a 8 enfants avec Laetitia Ramolino, et Napoléon est le numéro 2. Charles meurt en 1787 et la situation financière de la famille Bonaparte va devenir qui n'était pas spécialement opulente, mais va devenir difficile, et elle se complique encore plus en 1793 quand les Bonaparte sont expulsés de Corse. Napoléon épousera ensuite Joséphine de Beauharnais, femme de la noblesse, en 1796, et 2 de ses frères, Lucien et Joseph, vont occuper pendant la Révolution des fonctions électives. C'est d'ailleurs Lucien qui est le président de l'un des conseils de la Révolution au moment du coup d'État de Brumaire. Et Lucien a beaucoup aidé son frère lors du coup d'État à faire en sorte que ça finisse mieux que ça n'avait commencé. Et Lucien sera ministre de l'Intérieur. Et donc Napoléon va entraîner avec lui sa famille dans son ascension. Là, vous voyez le tableau du sacre de David, du sacre de Napoléon par David. Le groupe qui est sur la gauche, là, les femmes au premier plan, ce sont les sœurs de Napoléon et ses frères. Et puis, à peu près au milieu du tableau, dans l'espèce de loge, au milieu, vous voyez sa mère, Laetitia Ramolino, qui en fait n'était pas là. Laetitia Ramolino était allée à Rome pour voir le pape. C'était une catholique très fervente, et elle n'a pas fait d'effort pour être présente le jour du sacre. Elle était sans doute un peu fâchée. Elle trouvait que Napoléon ne traitait pas toujours très bien ses frères. Donc, elle n'était pas là. Mais Napoléon a dit à David, il faut la mettre. Il faut que la famille soit là au complet. Alors, une petite parenthèse avant de poursuivre sur la politique familiale de Napoléon. La République française, à partir de 1795, quand elle a battu ses ennemis et quand elle se préoccupe d'installer à ses frontières des régimes amis, a créé toute une série de républiques. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention que dans les républiques qui existent dans le monde, il y a des républiques qui ont un substantif à coller, République du Sénégal ou République de Colombie, et puis vous avez des républiques qui ont un adjectif. Alors, la République française, c'est une république à adjectif. Et la République française a suscité d'autres républiques qu'on appelait des républiques sœurs. Dans ce qui est actuellement la Hollande et la Belgique, une république batave. Dans ce qui est la région de Gênes, une république ligure. Dans le nord de l'Italie, une république cisalpine. Et au sud de l'Italie, une république parthénopéenne. Donc des républiques sœurs. Alors Napoléon, lui, va reprendre le système des républiques sœurs, sauf qu'au lieu d'être des républiques sœurs, ce sera des royaumes frères. Et son frère Louis deviendra roi de Hollande. Son frère Joseph, c'est l'aîné de la famille, sera roi à Naples puis en Espagne. Jérôme le plus jeune, roi en Westphalie. Son beau-fils, le fils de Joséphine, sera vice-roi d'Italie. Et puis ses sœurs seront duchesses à différents endroits d'Italie. Alors ces frères, qui doivent tout à leurs frères, vont parfois se prendre au jeu et vont penser, à tort, qu'il faut qu'ils s'occupent des intérêts de leur royaume. C'est le cas, par exemple, du roi Louis en Hollande, notamment quand Napoléon veut imposer ce qu'on appelle le blocus continental, c'est-à-dire interdire les importations de produits anglais en Europe. Et Louis dit à Napoléon, non mais moi c'est pas possible, les Hollandais c'est des commerçants, on ne peut pas leur interdire d'importer des denrées anglaises. Et donc Louis se fait rappeler à l'ordre, et puis Napoléon finit par dire, bon puisque c'est comme ça, j'annexe la Hollande, et il expulse, supprime le trône. Et puis de temps en temps, Madame Mère, Laetitia Ramolino, s'en mêle, dit à Napoléon qu'il traite trop mal ses frères.
Cette famille, c'est aussi évidemment Joséphine. Napoléon souhaite un héritier que Joséphine ne peut pas lui donner. Il va donc divorcer de Joséphine et il épouse Marie-Louise, qui est la fille de l'empereur d'Autriche. Marie-Louise, dont la tante était Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI. Et du fait de son mariage, Napoléon devient le neveu par alliance de Louis XVI. De ce mariage, qui fait grincer beaucoup de dents en France, parce que le souvenir de Marie-Antoinette, l'Autrichienne, est resté très, très fort et négatif dans une bonne partie de l'opinion républicaine. De ce mariage avec Marie-Louise naîtra celui qu'on appellera Napoléon II, qu'on surnommera l'Aiglon, et qui mourra à 22 ans, et dont le sort un peu tragique, puisque c'est un enfant qui donc naît en 1810. Il voit son père pour la dernière fois en 1814 et il ne le reverra plus jusqu'à sa mort. Pour conclure ce tableau sur la famille, on ne peut pas ne pas évoquer le fait que le Code civil français de 1802 est un texte qui consacre la position juridiquement inférieure de la femme mariée, qui est une mineure du point de vue du droit, ce qui est le reflet de ce que Napoléon lui-même pensait sur le sujet. C'est une position que l'on peut qualifier de rétrograde. Elle l'est incontestablement, mais elle ne l'est pas plus que celle, disons, de la bourgeoisie post-révolutionnaire dans son ensemble, qui a, en rupture d'ailleurs avec un certain nombre de tendances du début de la Révolution, sur le sujet de la situation de la femme, une position, je le disais, rétrograde. Donc l'homme de la Révolution, l'homme d'une famille dont il a plutôt pris soin. Le troisième tableau, les troisièmes, il y en a deux, comme vous pouvez le voir, c'est la gloire. Alors, même des adversaires de Napoléon aussi décidés, acharnés que l'historien Jacques Bainville, historien monarchiste, reconnaissent, c'est ce que Bainville écrit, que sauf pour la gloire et sauf pour l'art, il eût probablement mieux valu qu'il n'eût pas existé, que Napoléon n'eût pas existé, mais au moins Bainville lui reconnaît la gloire. Et c'est sans doute, aujourd'hui encore, quelque chose qu'on associe assez naturellement à Napoléon. On parle d'épopée napoléonienne, comme on parle d'épopée d'Alexandre. Alors, cette gloire napoléonienne, elle est à la fois réelle, mais elle est aussi construite. Alors, elle est réelle d'abord au plan militaire. On en a parlé tout à l'heure avec l'évocation de Vendémiaire. Mais si on regarde les choses sur une plus longue durée, de 1793, c'est-à-dire depuis le siège de Toulon jusqu'à 1807, la bataille de Friedland, c'est à peu près pour Napoléon une suite ininterrompue de succès militaires, à une ou deux exceptions près, en Égypte notamment, et puis évidemment Trafalgar. Ensuite, entre 1805, année de la bataille d'Austerlitz, et 1807, donc 2 ans plus tard, pendant ces 2 années, Napoléon bat successivement l'Autriche et la Russie, puis la Prusse, puis à nouveau la Russie. Quand la Prusse est battue en 1806, quand l'Autriche est battue, ce qui disparaît, c'est ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique, donc l'espèce de confédération allemande, d'États allemands, d'une multitude d'États allemands, plus de 300 autour de l'Autriche. Et le Saint-Empire romain germanique, c'est quelque chose qui existait depuis 9 siècles. Donc le jeune général corse, vainqueur de Toulon, c'est aussi celui qui va mettre à genoux, littéralement, les 3 plus grandes puissances d'Europe continentale, à l'exception de la France. Et jusqu'en 1807, cette gloire est d'autant plus légitime, si on peut dire, que la France est plutôt dans la position du pays attaqué. Et c'est en cela aussi que 1807 marque pour la suite des opérations un peu un tournant. Alors, une gloire militaire que j'évoquais à l'instant, une gloire également civile. L'Empire français, ce qu'on appelle l'Empire français à partir de 1809, puisqu'avant on continue facialement de parler de République, l'Empire français
en 1810, c'est 130 départements. Hambourg au nord et Rome au sud sont des villes de l'Empire français. Donc, c'est sans équivalent depuis Charlemagne. Et puis, même la fin de Napoléon, la fin de Napoléon souverain, va alimenter cette gloire. La campagne de France de 1814, donc sur le territoire français, donc quand a lieu un nouveau sursaut national, parce que la France est envahie, la campagne de France de 1814 est jalonnée d'épisodes glorieux. Et puis, en 1815, Napoléon est vaincu pour la deuxième fois, et là, il va chercher à aller aux États-Unis. Et puis, les Anglais vont décider de l'exiler à Sainte-Hélène, où ils vont le traiter d'une façon assez mesquine. Et là, ce qu'on peut dire, à l'évidence, c'est merci les Anglais. Parce que si Napoléon, c'est Jean Tullard qui dit ça, un des grands historiens français de Napoléon. Si Napoléon, était parti aux États-Unis, Jean Tullard dit il aurait ouvert un commerce d'import-export de cognac ou de vin, et on imagine Napoléon retraité, vendant son cognac ou son vin, et ça n'aurait sans doute pas ça n'aurait pas suscité l'émotion qu'a suscité la captivité à Sainte-Hélène. Donc une gloire militaire et civile réelle, mais une gloire construite parce que Napoléon a compris très tôt l'importance de la propagande. C'est important d'être victorieux, mais c'est aussi très important, au moins aussi important, de le faire savoir. Et dès la campagne d'Italie de 1796-97, Napoléon suscite des journaux qui vont raconter la campagne. Et ces journaux, et les exploits de Napoléon, évidemment. Et ces journaux sont diffusés en France, et pendant tout l'Empire, le bulletin de la Grande Armée est diffusé dans toutes les mairies de France, il est lu dans les églises le dimanche, et il raconte, il exalte la gloire de Napoléon. En 1800, donc Napoléon meurt en 1821, 2 ans après, publication en France du mémorial de Sainte-Hélène, qui est dû à Emmanuel de Lascaz. Emmanuel de Lascaz, qui est un noble français, a suivi Napoléon en 1815 en se disant qu'il recueillerait des témoignages, des confessions, des confidences de Napoléon, et il en a été le secrétaire pendant plusieurs années. Et donc, il publie ce document qui est Napoléon parle aux Français, en quelque sorte, ou parle au monde. Et c'est une étape très importante de la construction de la gloire posthume de Napoléon, qui d'ailleurs réécrit un peu l'histoire à son avantage. Et ce mémorial de Sainte-Hélène est un immense succès de librairie, qui contribue d'ailleurs à souligner le contraste entre cet empereur une sorte de nouvel Alexandre, qui se retrouve exilé au milieu de l'Atlantique Sud. Et d'ailleurs, Napoléon, quand il était à Sainte-Hélène, a dit ou aurait dit, pour expliquer d'une certaine manière à quel point le tragique de la fin comptait aussi dans la glorification, si le Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. Et cette gloire napoléonienne, la peinture va évidemment l'exalter. Là, vous en avez 2 exemples. À gauche, un tableau de David qui représente deux tableaux qui représentent la même scène, mais comme vous pouvez le voir, pas exactement de la même façon. À gauche, un tableau de David qui représente Napoléon franchissant le Saint-Bernard pour la 2e campagne d'Italie, celle de 1800. Dans ce tableau, tout est faux. Napoléon n'était pas sur un cheval comme ça. C'est évidemment absurde de montrer un cheval caracolant dans un relief alpin. Mais évidemment, l'objectif, ce n'est pas tellement d'être exact, c'est d'exalter le héros. Et puis, au pied de la statue, vous le voyez peut-être sur l'écran, vous avez le nom de Bonaparte. Et puis, vous avez le nom d'un autre grand conquérant qui a franchi les Alpes avant lui, c'est Hannibal, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a également franchi les Alpes, et évidemment une façon non seulement de célébrer la gloire impériale, la gloire de Napoléon, mais de l'inscrire dans la lignée des des très grands conquérants. À droite, donc c'est la même scène, c'est un tableau, donc le tableau de David est à peu près contemporain de l'événement, 1803 je crois,
Le deuxième, il est de 1848. Il est peint par un peintre qui s'appelle Paul de la Roche. Et là, on voit Napoléon sur un mulet qui franchit le Saint-Bernard. Alors, c'était plus probablement comme ça que ça s'est passé, sauf qu'il n'y avait pas autant de neige. Ce tableau, il est peint donc quelques années après le retour des cendres de Napoléon, puisque sous Louis-Philippe, la France a obtenu des Anglais de ramener le corps de Napoléon en France. Donc ça a eu lieu en 1840. Et ça a d'ailleurs constitué un événement très important pour stimuler l'exaltation de l'épopée napoléonienne. Et donc de la Roche peint son Napoléon franchissant le Saint-Bernard en 1848, plus modeste, mais c'est une autre façon d'exalter l'épopée napoléonienne. La gloire a évidemment comme compagne indissociable la démesure. La démesure que j'ai choisi d'illustrer ici par deux tableaux qui évoquent deux épisodes. Le premier, c'est le Dos de Mayo, donc la révolte du peuple espagnol à Madrid contre les Français qui sont installés dans la capitale et qui ont déposé le roi Charles. Et la seconde, à droite, c'est un tableau de Meissonnier qui représente la retraite de Russie. Alors, cette démesure, elle se manifeste très vite dans l'évolution du régime politique français avec l'arrivée de Napoléon à partir de 1802 vers le despotisme. Napoléon a été élu consul, ensuite il est élu consul à vie et il va devenir ensuite empereur. Alors, Napoléon, ça ne change rien au fait que Napoléon soit un produit de la Révolution, mais le fait d'être un produit de la Révolution ne signifie pas qu'on n'est ni un démocrate, ni un partisan du régime d'Assemblée, et à l'évidence, Napoléon ne l'est pas. Comme je le disais tout à l'heure, la proclamation de l'Empire n'est pas en soi nécessairement la marque du despotisme, puisque au début, en tout cas, ce qui l'emporte, c'est la continuation de la République. Mais ce qui est à l'évidence une des mesures qui va au-delà des objectifs de la République française, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est l'extension des frontières. La République française réclamait ce qu'on appelait les frontières naturelles, le Rhin, les Alpes, les Pyrénées. L'Empire français, lui, va s'étendre de Hambourg à Rome, donc on n'a plus du tout comme limite les frontières naturelles. Au-delà de ces frontières de l'Empire, le reste de l'Europe est satellisé, avec tous ces royaumes à la tête desquels Napoléon a nommé ses frères. Et cette satellisation de l'Europe va contribuer à partir de 1808-1809 à des soulèvements nationalistes et populaires en Espagne et en Allemagne, c'est-à-dire exactement ce que la Révolution française avait prétendu faire, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et alors même que l'Empire a mis en place un système d'oppression. Donc, extension des mesures et des frontières, satellisation du reste de l'Europe, culte de la personnalité qui se développe à partir du consulat d'ailleurs et qui donne lieu à des écrits quasiment nord-coréens. Culte de la personnalité aussi à travers l'adoption du catéchisme impérial, dans lequel il est dit que les chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous, c'est-à-dire nous les Français, devons en particulier à Napoléon Ier, notre empereur, l'amour, le respect, l'obéissance, la fidélité, le service militaire, les tributs ordonnés, c'est-à-dire les impôts, ordonnés pour la défense et la conservation de l'Empire et de son trône. Et cette démesure va entraîner, à partir de 1807-1808, des guerres qui sont plutôt des guerres de conquête et non plus des guerres défensives, comme l'avaient été les guerres de Napoléon jusqu'à présent, et vont enrichir la légende noire en dépeignant Napoléon comme un ogre qui dévore les jeunes gens qu'il a enrôlés sous les drapeaux. À ce propos, quelques mots sur le sujet des pertes humaines. De 1804 à 1815, les armées françaises ont incorporé 2,6 millions de soldats.
2,6 millions de 1804 à 1815. Sur ces 2,6 millions, à peu près 2 millions venaient du territoire français avant sa dilatation de 1810. Sur ces 2 millions de Français, 1,2 million ont disparu, déserteurs, tués. On mourait plus en fait dans les hôpitaux qu'au combat, mais tués au combat, morts dans les hôpitaux, disparus, etc. Mais on estime que sur ce 1,2 million de tués ou de disparus, environ 300 000 sont rentrés, soit parce qu'ils sont rentrés de captivité, soit parce qu'ils se sont échappés, soit parce que, ayant déserté, s'étant mis à l'abri, ils sont revenus. Il y a donc à peu près 1 million de Français sur les 2 millions qui ont combattu sous l'Empire, qui sont revenus chez eux. La population de la France, pendant cette période, croît faiblement. Mais la faible croissance de la population française, en fait, est antérieure à l'Empire. La population française, c'est 28 millions de personnes en 1779-80 et c'est 30 millions en 1815. Mais cette baisse, elle est surtout l'effet de la poursuite de la baisse de la natalité. La France est le pays d'Europe qui a commencé sa transition démographique le plus tôt et qui a le plus tôt, avant les autres, vu baisser le taux de natalité. Le taux de natalité en France, il baisse à partir du milieu du XVIIIe siècle. Dans le texte de la conférence qu'on a dû vous envoyer, vous avez les chiffres. Alors, gloire des mesures, révolution, famille, faut-il, ce sera le 5e tableau, commémorer Napoléon. En décembre 2005, donc en décembre 2005, on célébrait le 200e anniversaire de la bataille d'Austerlitz. Un livre qui s'appelle Le crime de Napoléon est publié par Claude Ribes. Et ce livre est centré sur la question du rétablissement de l'esclavage aux Antilles par Napoléon. Et l'auteur de ce livre va jusqu'à comparer la politique de Napoléon et la législation de l'époque avec les lois raciales nazies. En 2005, d'ailleurs, il n'y a pas de participation officielle française à la commémoration de la bataille d'Austerlitz. Et d'ailleurs, pendant toute cette période, il y a très peu de commémoration. Comme si cet héritage napoléonien, qui avait pendant longtemps fait rêver, était devenu un boulet, un cauchemar. En 2014, Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, publie un livre qui s'appelle « Le mal napoléonien ». Et dans ce livre, il explique qu'il ne comprend pas la place prise par Napoléon dans l'imaginaire national et il souhaite ce qu'il appelle une réévaluation à la baisse de cet héritage. Alors, avec le bicentenaire de la mort de Napoléon, la question ressurgit, cette fois-ci dans un contexte qui n'est pas que français, qui est aussi anglais, américain, peut-être ailleurs, où la question de la célébration des grands hommes, ou de ce qu'on a appelé les grands hommes, est devenue sujette à caution et peut même donner lieu à des remises en cause catégoriques. La question de l'abolition de l'esclavage est évidemment assez centrale dans ce débat. Alors, c'est indéniable que l'esclavage a été aboli par la Révolution, par la République en 1793-94 et qu'il a été rétabli en 1802. C'est indéniable aussi que Napoléon a laissé mourir Toussaint Louverture, le héros de l'indépendance de ce qui allait devenir Haïti, l'ancienne Saint-Domingue, d'où le choix de cette couverture du livre de Sudhir Hazarésigne sur Toussaint Louverture et de cette gravure qui représente l'insurrection de Saint-Domingue. Indéniable donc que Napoléon a laissé mourir Toussaint Louverture en 1803. Je crois simplement intéressant, ensuite chacun se fait son idée, de rappeler les faits. Quand il est nommé premier consul en 1800, Napoléon déclare « Les principes sacrés de la liberté et de l'égalité des Noirs n'éprouveront jamais d'atteinte ni de modification. » C'est sa position. Mais sa position, c'est aussi que la France doit retrouver sa souveraineté sur les îles des Antilles, qui ont été perdues pendant la Révolution. Et ces îles des Antilles
représentait, c'est un enjeu économique énorme. Le commerce avec les îles des Antilles, Saint-Domingue, Guadeloupe, etc., représente, avant la Révolution, à peu près un quart du commerce extérieur de la France. Donc, il souhaite retrouver le contrôle des Antilles, puisque la paix est revenue. À la Martinique et à Sainte-Lucie, sur lesquels les Anglais ont fait main basse, d'une part, sur Saint-Domingue, qui depuis 1794 s'est engagé, notamment sous la direction de Toussaint Louverture, dans une sorte de processus d'autonomisation, mais qui n'est pas allé jusqu'à la proclamation de l'indépendance. Et donc, il y a en France des représentants des colons, dont une bonne partie a été chassée de Saint-Domingue, qui veulent redémarrer l'industrie sucrière, qui est la grande richesse de ces îles, et qui considèrent que pour redémarrer l'industrie sucrière, il faut rétablir l'esclavage. Or, l'esclavage a été aboli à la Guadeloupe et à Saint-Domingue, et il a été maintenu à la Martinique et à Sainte-Lucie, qui étaient donc sous le contrôle des Anglais. Donc Napoléon, dans un premier temps, propose le statu quo, c'est-à-dire qu'on ne le rétablit pas là où il a été aboli, Saint-Domingue et Guadeloupe, et Martinique, pardon, non, et Guadeloupe, on laisse les choses dans l'état, là où il a été maintenu, c'est-à-dire à la Martinique et à Sainte-Lucie. D'ailleurs, en 1799, Napoléon écrit à Toussaint Louverture, qui est devenu une sorte de gouverneur général de Saint-Domingue, et il lui écrit « L'abolition de l'esclavage est irréversible ». Donc, le projet de loi qui est présenté au Sénat français dit ça, là où il a été supprimé, on ne le rétablit pas, là où il n'a pas été supprimé, on ne le supprime pas. Le Sénat dit c'est pas possible, il ne peut pas y avoir sur le territoire de la République des régimes juridiques aussi différents, et donc Napoléon décide de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue et à la Guadeloupe. À Sainte-Hélène, il dira que c'est sous l'influence de Joséphine, qui était d'une famille de colons de Saint-Domingue. Je ne saurais pas dire si cette affirmation est exacte. Et donc, pour reprendre le contrôle de Saint-Domingue, il entre en discussion avec Toussaint Louverture. Il lui propose de devenir, je le rappelle, n'a pas fait sécession, c'est toujours, sur le papier en tout cas, un morceau de France, mais avec des pouvoirs évidemment beaucoup plus restreints que ceux que s'est accordé Toussaint Louverture. Toussaint Louverture refuse, le rétablissement de l'esclavage est annoncé, envoi d'une expédition militaire commandée par le général Leclerc. Toussaint se rend, il est fait prisonnier, envoyé en France, où il mourra en prison, assez mal traité. L'annonce du rétablissement de l'esclavage provoque une nouvelle insurrection, un nouveau massacre de colons, et le 1er janvier 1804, Saint-Domingue devient indépendant et prend le nom d'Haïti. Je pense que cette séquence historique doit assez logiquement conduire à s'interroger sur la pertinence de la comparaison faite en 2005 par Claude Ribes sur l'analogie avec les lois raciales de Nuremberg et montre également de façon tout à fait claire la responsabilité de Napoléon dans le rétablissement de l'esclavage dans les Antilles. Pour conclure, Jean Tullard, dans son livre sur Napoléon, qui s'appelle « Napoléon, le mythe du sauveur », écrivait en 1987 qu'il avait été publié plus de livres sur Napoléon qu'il ne s'était écoulé de jours depuis sa mort. Alors, si cette tendance est confirmée depuis 1987, ça donnerait 73 000 livres. C'est sans doute sans équivalent. Les répercussions des actions de Napoléon ont largement dépassé le cadre de l'Europe, faisant de lui un personnage de l'histoire mondiale. On peut ne pas l'aimer, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas l'ignorer. Et pour finir, un clin d'œil, vous avez devant vous, à gauche, un tableau de Meissonnier qui représente la bataille de Friedland.
au premier plan des dragons de l'armée française. Et puis à droite, vous avez le tableau de Pedro Américo, le cri d'Ipiranga. On dit souvent que la construction du tableau de Pedro Américo doit beaucoup à la construction du tableau de Meissonnier. D'ailleurs, il y a des dragons au premier plan dans les deux cas. Je vous laisse juge de l'inspiration. Dans le texte de la conférence que vous avez dû recevoir, vous avez également quelques suggestions de lecture complémentaires parmi les 73 000 livres parus depuis la mort de Napoléon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation éclairante. J'invite tous les participants à réagir, à intervenir, à poser des questions, soit en prenant la parole, soit en utilisant le chat. N'hésitez pas à poser vos questions en portugais si vous vous sentez plus à l'aise en portugais. La parole est à vous. Nous pourrons parler aussi, Mathieu. Oui, bien sûr, Ricardo. Allez-y. Merci. Merci, Mathieu. Merci, monsieur l'ambassadeur, dans ta présentation. Je suis très heureuse et très content de voir ça. Mon doute, je m'appelle Ricardo Lobato, je suis sociologue et aussi professeur. Et je vais officier dans l'armée. Et d'accord qu'il y a des doutes de la question stratégiquement, en pensement en général, c'est à côté de la Russie. Parce que je lis dans la biographie de Napoléon que j'avais un changement complet dans son plan et dans le plan de l'Europe de manière totale. Et comment en sociologue, en historiateur aussi, je sais que l'expression peut-être, c'est très compliqué dans l'histoire. Mais nous pouvons dire que s'il n'y avait pas l'invasion de la Russie, l'histoire française et de l'Europe peut être différente. Je pense que votre question, votre hypothèse mériterait de s'appliquer d'abord en fait à l'Espagne. Je pense que c'est vraiment l'affaire espagnole. D'ailleurs, Napoléon, dans un accès de lucidité, l'écrira à Sainte-Hélène. C'est vraiment l'affaire espagnole qui va détruire la machine militaire française. D'abord parce que Napoléon va enregistrer la première défaite d'une armée française en race campagne, même si ce n'est pas lui qui est sur place, ce sont ses généraux à Bailén, en Andalousie, en 1808. Et c'est la première fois qu'une armée française est battue en race campagne depuis 1796. Donc, ça a beaucoup de retentissement. Et puis ensuite, comme le conflit s'enlise en Espagne, ça donne aux Anglais une raison d'intervenir, une base pour intervenir. Et quand Napoléon, après Bailén, vient en Espagne, donc deuxième moitié de 1808, il vient avec une partie de la grande armée. Et il sera obligé d'en laisser une partie en Espagne, quand la guerre va reprendre avec l'Autriche en 1809. Et jusqu'à la fin jusqu'en 1814, une partie importante de l'armée française est bloquée en Espagne. Et l'armée qui envahit la Russie, c'est une armée un peu française et beaucoup étrangère, surtout. C'est plus du tout la grande armée de 1805. Je crois que les Français représentent à peine la moitié de l'effectif qui rentre en Russie, tandis que ceux qui combattent en Espagne et qui sont rongés à la fois par les affrontements avec les Anglais et par la guérilla espagnole, c'est l'armée française. Il y a assez peu de contingents étrangers, sauf le régiment de cavalerie polonaise qui s'illustre à Somosierra. Donc je pense qu'on peut faire l'hypothèse que si Napoléon ne s'était pas enlisé en Espagne, les choses auraient été un peu différentes. Le problème, c'est celui de la démesure, c'est-à-dire que
une gloire qui n'est pas mise au service d'un projet politique bordé conduit nécessairement à l'Espagne ou à la Russie. Or, le problème de Napoléon, c'est que la conquête devient un but en soi. Si l'Empire, si la paix s'était faite en 1807, après Friedland, je pense que la France avait devant elle 50 ans d'hégémonie. Mais il n'y a pas de limite chez Napoléon. Et comme disait Pierre Dac, quand les bornes sont, il n'y a plus de limite quand les bornes sont franchies ou le contraire, je ne sais plus. Et donc la Russie découle de cette espèce d'hubris, un peu façon Alexandre, mais en pire, si je puis dire. Merci beaucoup. Si, professeur Yvan, une question? Oui, merci Mathieu. Merci Philippe. Très, très intéressant. Et je voudrais te demander, quel est le livre qu'il faut lire pour connaître l'histoire de Napoléon? Merci. C'est difficile de répondre parce que il y a plusieurs âges dans l'historiographie impériale. Et donc, il y a toutes sortes de regards possibles sur l'histoire de Napoléon. Depuis des ouvrages hagiographiques, depuis le mémorial de Sainte-Hélène, c'est évidemment un livre à lire, mais c'est un livre à lire en se disant que celui dont on rapporte les paroles se pose déjà la question de savoir comment l'histoire le jugera. Donc, il dit des choses qui sont d'ailleurs pas toujours exactes. Ensuite, il y a toute une génération d'écrits qui sont dominés par les questions de tactique militaire. Je pense que le livre de Jean Tullard, Napoléon, le mythe du sauveur, de 1987, si on ne devait en lire qu'un, je suggérerais que ce soit celui-là. J'ajoute qu'il est à la bibliothèque de l'Alliance française de Brasilia. Et après, autour du livre de Tullard, on peut pousser des tentacules. C'est très intéressant d'étudier la construction du mythe de Napoléon. C'est très intéressant d'étudier la façon dont on a enseigné l'histoire de Napoléon au fil des années, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Le livre de Patrick Guénifet, Le parallèle entre Napoléon et De Gaulle, est extrêmement intéressant. Mais je pense qu'on le savoure pleinement si on a déjà un peu quelques repères qu'on trouve dans le livre de Tullard. Une question. La distinction entre commémoration et célébration vous semble-t-elle judicieuse? Et le cas échéant, laquelle vous semble la plus adaptée concernant Napoléon? À vrai dire, je ne sais pas trop. Le problème du mot célébration, même du mot commémoration, c'est qu'on est très vite confronté à une critique binaire. Ah, mais vous ne pouvez pas commémorer Napoléon parce qu'il a rétabli l'esclavage. Ok, il y a plusieurs façons de commémorer Napoléon. La façon dont on a commémoré Napoléon en 1969, quand on a célébré le bicentenaire de la naissance de Napoléon, avec la participation du président de la République de l'époque, Georges Pompidou. D'ailleurs, le président Macron a fait un discours sur Napoléon le 5 mai. C'est la première fois depuis Georges Pompidou qu'un président de la Ve République parle de Napoléon. On ne célèbre pas Napoléon de la même façon aujourd'hui qu'on le célébrait en 1969. Donc, je ne suis pas absolument sûr qu'il faille faire une distinction entre commémoration et célébration. Et je pense qu'on peut parfaitement reconnaître et rappeler, et ne pas oublier ce que l'on doit, ou ce que la France doit à ce qui s'est fait à cette époque, sans l'attribuer nécessairement à Napoléon lui-même.
et que cette attribution est tout à fait compatible avec la rigueur historique, à condition de ne pas se tromper de période et de ne pas appliquer à cette époque-là ou à ce sujet-là des grilles de lecture qui ne sont pas les bonnes, ce qui arrive souvent. Oui, Philippe, bonsoir. Manoli, je vais poser une question. Bonsoir Philippe, merci pour cette présentation riche en informations. La notion de droite et de gauche, elle est née lors de la division des députés révolutionnaires en fonction de leurs affinités politiques dans la salle de convention en 1792. Et bon, juste après, l'ascension a été fulgurante de Napoléon. Napoléon était-il un homme de droite ou de gauche? Et ma deuxième question, croyait-il en Dieu? Le positionnement de Napoléon sur un axe droite-gauche n'est pas constant. Je pense que pour les monarchistes, c'est un homme de gauche. Et ça le restera pour toute une partie de l'opinion monarchiste assez longtemps. Et non seulement Napoléon Ier, mais un peu aussi Napoléon III. Après, pour des républicains de 1794, non, ce n'est pas un homme de gauche. Et c'est très vite un despote qui va emprunter les oripeaux de la monarchie. Et puis, une fois l'Empire terminé en 1815, dans la bataille mémorielle, dans l'utilisation de l'héritage napoléonien, dans une bonne partie du XIXe siècle, jusqu'à la chute du Second Empire, il y a quand même le courant Napoléon héros de gauche existe. D'ailleurs, ça pose un problème à certains républicains, mais c'est incontestable. Et c'est porté notamment par le fait que pour une partie du peuple français, notamment le peuple parisien, notamment les ouvriers parisiens, l'Empire, c'est une période de prospérité. Quand on est ouvrier sous l'Empire à Paris, le travail ne manque pas, les salaires sont hauts et le prix du pain n'est jamais supérieur à 12 sous la livre ou quelque chose comme ça. Napoléon veille à ce que le prix du pain ne soit jamais au-dessus de ce seuil qui peut déclencher des révolutions. Donc, dans la mémoire qui va se transmettre et se déformer d'ailleurs au long du XIXe siècle, pour cette partie-là de la population française, c'est un bienfaiteur du peuple, oui, incontestablement. Il y a du travail, notamment parce que l'État commande des travaux, il faut des meubles, etc. C'est une consommation un peu ostentatoire, mais qui est faite pour soutenir l'industrie française. Et puis parce que l'ouvrier est bien payé. C'est un peu aussi l'Empire, c'est aussi un peu un âge d'or des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont bien payés. Et puis pour une partie des militaires, pas forcément tous non plus, l'Empire, c'est aussi c'est l'époque des carrières foudroyantes. Après 1815, si on rentre dans l'armée comme lieutenant, on peut finir colonel. Mais on rentre dans l'armée comme sergent en 1793 et 10 ans après, on est maréchal. Donc, forcément, tout ça, en termes de perception, d'opportunité, comme on dirait aujourd'hui, ça situe quand même plus l'Empire à gauche. Alors, ce qui nuance ça, c'est que la politique sociale de Napoléon n'était pas particulièrement progressiste. En revanche, le Second Empire, et notamment Napoléon III, aura, lui, une politique sociale assez progressiste pour l'époque. Libéralisation du droit de grève, début d'organisation de la sécurité sociale,
etc. Donc, ça donne aussi au bonapartisme une filiation populaire. Ça fait pencher un peu le bonapartisme à gauche. Et puis à ça, on opposera le despotisme du Premier Empire, la répression du coup d'État de 1851, pour dire, et puis évidemment le naufrage de Sedan et de la guerre 70 pour dire non, non, c'est la répression ou c'est le désordre. Donc il n'y a pas de réponse univoque à la question. Est-ce que Napoléon croyait en Dieu? C'est pas sûr. En revanche, Napoléon était absolument convaincu du rôle de l'Église comme dispositif de contrôle social. Et il avait, pour l'organisation de l'Église, les mêmes idées que pour l'organisation de l'État. Tout ça était pyramidal et au sommet, il y avait lui. Mais il avait aussi compris qu'on ne pouvait pas clore la Révolution sans rétablir la paix religieuse, d'où le Concordat. Et donc, quand on est un catholique français en 1802, ce qu'on voit, c'est que les églises ont réouvert. Alors, elles sont souvent vides, parce qu'elles ont été pillées, mais elles réouvrent et on ne massacre plus les prêtres. Bon, après, si on est un catholique attentif, on voit bien que le catéchisme impérial, dont je vous ai donné un extrait tout à l'heure, c'est quand même difficilement compatible avec la foi chrétienne reçue des apôtres. Mais en revanche, ça illustre bien l'utilisation de l'Église comme instrument de contrôle social par Napoléon. Donc, il était sans doute déiste, comme beaucoup de révolutionnaires. Je ne suis pas sûr que ça allait très au-delà. Sa mère, en revanche, était, je crois, elle, très croyante. Merci. Il y a une autre question, Philippe, là dans le chat. Donc, Welton, qui est allé à une exposition sur Napoléon aux Invalides en 2015, qui a appris à cette époque que l'image de l'empereur était très abîmée au XIXe siècle. À partir de quel moment cette image a commencé à s'améliorer? En fait, elle s'améliore elle est assez abîmée en 1815, parce que la France a été vaincue, elle est occupée. Mais d'abord, elle n'est pas abîmée partout. Elle est abîmée, elle est très abîmée là où elle n'a jamais été bonne, c'est-à-dire dans l'ouest monarchiste, dans le sud royaliste. Elle est très abîmée dans les ports de la façade atlantique qui ont périclité parce que les Anglais contrôlaient les mers, etc. Dans le quart nord-est, qui est le berceau de la Révolution française, elle est beaucoup moins abîmée. Et donc, elle se rétablira aussi beaucoup plus vite. Ce n'est pas uniforme. Et à partir de 1815, la construction du mythe va améliorer cette image de façon à peu près ininterrompue, jusqu'à ce que, avec le Second Empire, la fin du Second Empire, Sedan, l'image se détériore à nouveau. Et que le bonapartisme cesse d'être une force politique à partir de 1800, après la guerre de 70. Ensuite, il y a la question que j'évoquais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on doit enseigner dans l'histoire de France sur Napoléon. Et là-dessus, les choses ont varié selon les époques. On a mis du temps à trouver une sorte de point d'équilibre entre l'évocation de la gloire et l'évocation de la démesure. La Troisième République, quand elle prend en main l'enseignement à l'époque de Jules Ferry, elle navigue un peu entre ce qu'on évoquait tout à l'heure. Elle assume ces gloires-là, notamment tout ce qui peut se rattacher directement et très clairement à l'héritage républicain, révolutionnaire. Elle est plus embêtée par l'Empire à 130 départements, l'Espagne, la campagne de Russie et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pas... ça varie selon les époques. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une époque de doute sur ce sujet. Alors, nous avons une question de Louis-Philippe, pas le monarque, mais notre étudiant Louis-Philippe.
qui dit que dans un passé récent, il y a eu des officiers gaullistes et anti-gaullistes. Est-ce qu'on peut voir aujourd'hui des officiers bonapartistes dans les forces armées? Pas aujourd'hui, je ne crois pas. Même s'il y a toujours un prétendant au trône, alors qu'il n'est pas un descendant de Napoléon Ier, puisque, comme vous l'avez compris, à l'exception des deux fils, des deux enfants illégitimes qu'il a eus, il n'y a pas de descendant légitime direct de Napoléon Ier. En revanche, il y a des descendants en ligne directe de Jérôme, je me souviens bien. D'ailleurs, Jérôme a aussi une descendance américaine, donc il y a peut-être des bonapartistes aux États-Unis, puisque Jérôme a été marié avec une demoiselle Patterson. Ils ont eu des enfants. Et l'ambassadeur de France aux États-Unis, il y a quelques années, Jean-David Lévite, m'avait raconté qu'il avait rencontré de ces Bonaparte Patterson américains et qu'eux étaient vraiment très fiers de leur ancêtre Bonaparte. Donc, il y a toujours un prétendant au trône qui est assez discret. On ne l'entend pas souvent, je l'ai jamais entendu d'ailleurs, indiquer qu'il avait des ambitions politiques. Il y a eu plusieurs descendants de cette branche-là qui ont combattu dans l'armée française, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des officiers bonapartistes aujourd'hui. Et puis, puisque vous me tendez cette perche, c'est l'occasion d'évoquer aussi le regard que De Gaulle portait sur Napoléon. Qui est d'une certaine façon un reflet des ambiguïtés qu'on évoquait tout à l'heure. De Gaulle considérait, comme beaucoup de gens, que Napoléon avait failli en rendant la France plus petite qu'il ne l'avait trouvée en 1815, mais reconnaissait aussi que le génie militaire, la gloire, Austerlitz, tout ça, et puis évidemment l'œuvre civile, tout ça était tout à fait considérable. Il y a une question qui était aussi liée à une comparaison avec De Gaulle, une question de Luis Eduardo qui demande si dans le souvenir français, Napoléon peut être comparé à De Gaulle, un héros comme De Gaulle ou plutôt comme un Staline. Non, Staline, non. Non, ça certainement pas. En termes de notoriété, les sondages qui sont faits depuis un certain nombre d'années mettent, je crois, De Gaulle très nettement en tête, mais Napoléon est toujours dans le classement, plus que Louis XIV, par exemple. Alors, est-ce que c'est le même type de souvenir, de perception? Je ne suis pas sûr. En tout cas, Staline, non, et notamment parce que l'Empire a été un régime despotique, mais ça n'a certainement pas été une dictature militaire. Les militaires n'ont jamais eu, sous Napoléon, voix au chapitre, comme c'est le cas dans un régime militaire. Donc, ce n'est pas du tout une dictature militaire, même si Napoléon était un militaire, ce n'est absolument pas une dictature militaire. C'est vraiment autre chose. Est-ce que je peux me permettre une question, Philippe? Je t'en prie. Comment se sont déroulés le rapatriement de la dépouille mortelle de Napoléon 20 ans après, c'est ça, 20 ans après sa mort? Oui, en 1840. Alors qu'on était, si je ne me trompe pas, sous la monarchie. Pourquoi la monarchie a souhaité faire cet acte de rapatrier la dépouille de Napoléon? C'est une revendication française qui, au départ, n'est pas celle du gouvernement de la Restauration, mais d'une partie de l'opinion française. Donc, il meurt en 1821. Et très vite, un certain nombre de Français disent il faut ramener son corps en France. Et là, Louis XVIII et Charles X veulent évidemment pas voir ça. Donc les choses changent en 1830,
quand arrive Louis-Philippe. Louis-Philippe, c'est un Orléans, et les Orléans, enfin une partie des Orléans en tout cas, ne désavoue pas la Révolution française, au moins jusqu'en 1793. Et d'ailleurs, Louis-Philippe prend le titre de roi des Français. Il n'est pas roi de France, il est roi des Français. Le dernier roi en France est appelé roi des Français. Et le régime cherche une façon de renouer le fil avec cet héritage révolutionnaire. Et donc, sur la table, il y a cette idée de ramener les cendres de Napoléon, qui commence à être mise en œuvre à la fin des années 1830. Les Anglais disent d'accord. Ils disent d'accord parce que ça permet, dans une époque un peu compliquée des relations franco-anglaises, de donner une satisfaction aux Français pour pas cher. Donc, je dis oui, vous voulez l'empereur, on vous le rend. Et Louis-Philippe, qui est Premier ministre à l'époque, c'est Thiers, je crois, se dit aussi que ça peut être une bonne opération de politique intérieure. Sauf qu'entre le moment où on décide de le faire et le moment où le corps arrive, le cercueil arrive, les choses ont un peu changé, mais bon. Donc, Louis-Philippe envoie le prince de Joinville, l'un de ses fils, chercher les cendres, et les cendres sont ramenées en bateau au Havre, remontent la Seine, et à Argenteuil, oui, enfin, quelque part sur la Seine, on les débarque et on les place sur un immense char funèbre tiré par un nombre considérable de chevaux, un truc absolument gigantesque. Il est tellement grand d'ailleurs qu'on ne voit pas le cercueil. Et beaucoup de gens se mettent sur le. C'est en novembre, je crois. Il fait très froid, décembre, même il neige, le ciel gris, bas. Ensuite, l'effet recherché de publicité va être raté. Pas du tout. Il y a des milliers de gens qui se sont pressés pour voir passer le cercueil de l'empereur, et notamment, mais pas que, des anciens grognards des armées napoléoniennes. Et on le transporte aux Invalides. Parce que Napoléon, dans son testament, avait dit qu'il souhaitait non pas être enterré en Corse, mais reposer au bord de la Seine, au milieu de ce peuple que j'ai tant aimé. Alors, ce peuple que j'ai tant aimé, on pouvait peut-être le croire en 1840, on n'était sans doute pas tout à fait de cet avis-là en 1815, mais bon, on le met aux Invalides. Et ça a été les contemporains disent que ça a été une cérémonie assez grandiose et qui est une étape dans la construction du mythe, de la légende. Merci. Alors, on a une autre question. Pouvez-vous nous dire de l'AFD, pouvez-vous nous dire un mot sur le regard que portait Chateaubriand sur Napoléon? Chateaubriand a changé d'avis sur le sujet. D'abord, il a apprécié évidemment le retour, le rétablissement du culte catholique. Il a même écrit un texte assez hagiographique sur le premier consul à ce moment-là. Et puis c'est aussi à ce moment-là qu'il a sorti son livre « Le génie du christianisme », qui a connu un immense succès d'édition. Et puis après, il s'est brouillé avec Napoléon. Napoléon l'avait nommé ministre au sens quasiment d'ambassadeur en Suisse, je crois, dans le Valais. Et puis là, il s'est mis à dire du mal de Napoléon, qui ne l'a pas apprécié, et il a changé de bord, il est devenu très hostile. C'est lui qui, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, dit d'ailleurs que le Sénat français, en 1814, en 1815, en prononçant la déchéance de Napoléon, l'a déclaré étranger parce que il était né pas en 1769, mais un an avant, et donc il était génois et pas français, ce qui est faux. Donc, Chateaubriand a évolué sur le sujet.
Mais même dans sa deuxième phase de critique de Napoléon, de critique féroce de la Révolution, il laissait quand même place à l'admiration pour le personnage glorieux. Et il était bien obligé de constater aussi que la Restauration de 1815 avait ramené à côté de Louis XVIII des personnages aussi peu recommandables pour un monarchiste grantin comme Chateaubriand que Fouché ou Talleyrand, qui avaient fait une partie de leur carrière sous l'Empire. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Une question qui vient d'arriver d'Antonio Carlos Teixeira qui demande: pensez-vous que la relation France-Angleterre est toujours difficile à cause des guerres contre la France? Eh bien, c'est ce qu'a dit un Anglais qu'on interrogeait il y a quelques jours sur la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Exactement ça qu'il a dit. Oui, Napoléon est toujours mal vu en Angleterre à cause des guerres qu'il nous a faites. Alors, l'Empire a certainement contribué à enraciner cette idée, mais qui date d'avant l'Empire, que la France et l'Angleterre étaient des ennemis irréductibles. Et les torts sont certainement partagés. Mais Napoléon a quand même réussi à faire la paix avec l'Angleterre en 1801, à la paix d'Amiens. Et on peut discuter sur les responsabilités dans la reprise des hostilités. Alors, est-ce qu'au-delà de l'Empire, ça pèse sur les relations France-Angleterre? Il y a beaucoup d'admirateurs de Napoléon en Grande-Bretagne, et quelqu'un disait avant la conférence que même le duc de Wellington était un admirateur de Napoléon, après l'avoir battu à Waterloo. Et Napoléon a cherché à se réfugier en Angleterre en 1815, pensez aux États-Unis et à l'Angleterre. Je pense que ce qui a pesé sur les relations France-Angleterre, au-delà de la personnalité de Napoléon, la présence de Napoléon au sommet comme monarque, c'est des considérations stratégiques. C'est-à-dire que pour les Anglais, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre de pouvoir en Europe continentale. Et Napoléon, c'est, comme Louis XIV, l'archétype du déséquilibre qu'il faut absolument éviter, surtout quand le déséquilibre se traduit par le passage sous contrôle français de la Belgique, d'Anvers, donc de ce que les Anglais appelaient le pistolet braqué sur le cœur de l'Angleterre. Parce que quand on est installé en Belgique, enfin à Anvers en tout cas, l'Angleterre, le débouché de la Tamise, c'est pas loin. Donc c'est d'abord ça la motivation anglaise, c'est un déséquilibre européen avec une superpuissance continentale qui peut représenter une menace pour l'Angleterre. Ensuite, il y a une première entente cordiale franco-anglaise en 1840 sous Louis-Philippe, et Napoléon III était très anglophile. Napoléon III est passé beaucoup de temps en exil au Royaume-Uni. D'ailleurs, son corps est toujours en Grande-Bretagne, là où il est mort, et a plutôt cherché à arranger les choses avec l'Angleterre. Bon, puis après, il y a eu les rivalités coloniales qui sont restées très aiguës jusqu'en 1904. Donc, les guerres napoléoniennes sont une partie du problème avec les Anglais. C'est vrai que Napoléon, il est habillé en rouge dans la guerre pour cacher ses blessures. Non, pas du tout. D'ailleurs, il est très rarement habillé en rouge, et quand on le voit habillé en rouge, c'est pas du tout pour la guerre, c'est pour les séances du Conseil d'État. Il avait un uniforme rouge. Non, il y a même eu une époque sous l'Empire où, pour des questions d'écoulement des stocks de textiles, les armées ont été habillées en blanc. En 1807, le règlement sur l'uniforme établit un habit blanc, alors que la
l'habit de la Révolution était plutôt bleu. Oui, l'immigration. Alors, c'est très intéressant là, l'évocation de l'exil de la famille portugaise, parce que dans la mission Debray, qui vient en 1816, il y a beaucoup de bonapartistes. Parce que la Restauration française, Louis XVIII, quand on est venu lui parler de cette mission qu'il fallait envoyer au Brésil pour mettre des peintres, des sculpteurs et des artistes, s'est dit aussi, tiens, c'est une bonne occasion de se débarrasser d'un certain nombre de bonapartistes. Donc, il y avait pas mal de bonapartistes dans la mission française de 1816. Très bien. Je vois qu'il est déjà 19h30. Nous allons peut-être libérer Philippe, à moins qu'il y ait une dernière question, une dernière observation, commentaire. Non. Bon, bah écoutez, merci encore une nouvelle fois Philippe pour cette présentation passionnante et merci à tous les participants d'avoir contribué à cet échange. Je vous remercie tous et puis je souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous pour un prochain événement de l'Alliance française. Merci encore de tout cœur Philippe. Merci Mathieu, merci à l'Alliance française de son invitation, merci Yvan.